parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité Camille Weberlin, qui est conseillère en ressources humaines agréée, spécialisée en risques psychosociaux au travail. Et aujourd'hui, on vous parle de sa spécialité justement, que sont les risques psychosociaux au travail, quelles sont les obligations des entreprises et quels peuvent être les premiers petits pas qu'on peut faire si on veut s'assurer de préserver la santé mentale au travail. Et maintenant, j'attends. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour et bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Camille Weberlin avec nous pour parler d'un sujet un peu tabou, un peu méconnu, mais que vous allez avoir besoin de connaître, soit les risques psychosociaux au travail. Donc, bonjour Camille, comment vas-tu? Bonjour Valérie, j'adore ton intro comme ça, je vais très bien. Si. Ah bah tiens, voilà, et toi comment ça va aussi? Oui, ça va bien, merci. Moi, je dis toujours que les journées d'enregistrement de podcast, c'est mes journées favorites. J'adore ces moments-là. Ben, si tu permets, Camille, on commencerait par te présenter. Donc, explique-nous un peu qui tu es, ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu fais. Alors, mon métier, on va dire que c'est de mettre des mots sur les malaises au travail qu'on préfère souvent éviter. Donc, toutes les tensions, les conflits, le harcèlement, le burn-out, tout ce que vous voulez pas voir en entreprise, je m'en occupe. C'est bon. C'est ça. Et en fait, il faut savoir aussi que ce métier-là, c'est pas non plus une voie toute tracée comme ça, hein, parce que quand j'étais petite, je rêvais absolument pas de travailler dans les risques psychosociaux. À la base, moi, je rêvais vraiment d'être journaliste de guerre. Ça, c'était mon rêve de petite fille. Oh, wow, Je OK. voulais c'est ça, en fait, je voulais, comprendre le monde, aller là où on n'écoutait pas assez et cetera. Puis finalement, au final, j'ai l'impression que alors c'est pas autant que si j'aurais été, journaliste de guerre, mais en vrai, j'ai l'impression aussi qu'à travers ce métier-là, c'est aussi aller écouter là où on n'écoute pas, aller essayer de comprendre le monde, mais c'est plus aller essayer de comprendre les entreprises, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, pourquoi, de quelle façon et cetera. Et c'est vrai qu'à 8 ans, on se dit pas, «Je veux travailler dans les risques psychosociaux». C'est Non, sûrement pas. mon premier rêve de métier, mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'imagine pas faire autre chose. C'est vraiment un métier qui me passionne, de voir toutes ces dynamiques humaines en entreprise, essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit autrement et essayer d'avoir un impact à la tu sais, je pense que chaque personne peut avoir un impact là-dessus, mais pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Ouais. On passe quand même plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, comment faire justement pour que ce travail soit pas lourd et qu'au contraire, ça favorise aussi la bonne santé mentale. Donc, j'aime vraiment tu vas voir, je suis passionnée là-dessus. Je pense que ça va être, j'espère que tu as mis le petit réveil parce que c'est sûr, sinon je pourrais t'en parler pendant des jours. Oui, oui, le minuteur est activé, mais on va se gérer mutuellement parce que moi aussi, des fois, je vais juste ignorer le minuteur. Mais je trouve ça important, Camille, ce que tu nommes, parce qu'effectivement, on dirait que la santé mentale au travail, je pense que ça a évolué un peu au Québec, mais il y en a encore beaucoup qui vont dire que ça n'a pas nécessairement sa place ou que c'est c'est vraiment des enjeux individuels à la personne, donc ça ne doit pas être pris en compte au travail. Mais ce que tu nommes est important. On passe 35 à 40 heures par semaine en moyenne. Je pense, j'avais lu des études, ça tourne plus autour du 35 heures par semaine au travail. Le nombre d'heures totales par année, le ratio du temps réveillé qu'on a au travail versus à la maison. On passe effectivement plus de temps réveillé au travail et dans la sphère de vie, on passe le plus clair de notre temps réveillé. On devrait pas se soucier de notre santé mentale. Tu Non, sais, si on mais est... là, tu dis quelque chose que je trouve important aussi parce que tu sais, tu as dit: «Ah ben, on se dit OK, la santé physique, on comprend, il faudrait s'en occuper, mais pas la santé mentale». Mais tu vois, je pensais aussi la même chose et en fait, j'ai parlé avec, Gérald Perrier qui est, le Mhm. fondateur du Groupe Conseil Perrier et lui qui était là au tout début quand il a commencé à avoir les lois sur la santé et la sécurité, au travail, donc il y a 35 ans en arrière là et j'ai eu une discussion avec lui parce que, donc moi je suis arrivée au Québec il y a 6 ans de ça et il y a 6 ans, il n'y avait aucune loi, tu sais, la loi 27 n'existait pas par rapport aux risques psychosociaux, il y avait rien qui était mis en place par rapport à la santé mentale. Mhm.
En tout cas dans la loi, attention, je Oui, parle de la c'est ça. nous, on avait commencé à parler des risques psychosociaux et je t'avoue que ça marchait pas et il y avait exactement toutes les choses que tu me dis là, tu sais, Mmh. bah, pourquoi c'est ça à l'entreprise de parler de la santé mentale? C'est pas un sujet sur lequel on veut aller et cetera. Puis moi, en parlant avec Gérald, je me dis: «Mais en fait, on n'y arrivera jamais». L'entretien dont À ce j'étais moment-là. pas sûre. Ce moment, il m'a marqué de la discussion que j'ai eue avec lui parce qu'il dit: «Mais j'y arriverai pas, en fait. On pourra pas l'entretien dans les entreprises, ça marchait pas». Et puis là, il me fait: «Non, mais tu sais que quand moi j'ai commencé, genre il y a 35 ans en arrière, là, sur, lui, bah, plus on va dire la santé physique, et ben, les gens avaient les mêmes réflexions que toi tu as sur la santé mentale». OK. C'est-à-dire que même juste là, ce qui te paraît évident, donc par exemple aujourd'hui ça va paraître évident, je vais aller avec des exemples très, très de base, hein, mais Oui, ça va être évident pour des gens, de porter un casque, de porter des bouchons d'oreilles, de s'attacher, OK? oui, Alors, OK, il y a encore des personnes qui ne le font pas, mais attention, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'il y a oui. 35-40 ans en arrière. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, par rapport à la santé mentale, où on remet en question de est-ce que c'est vraiment le rôle dans l'entreprise? Est-ce que c'est pas quelque chose d'individuel? Est-ce que la responsabilité est pas plus sur l'individu de s'occuper juste lui de sa propre santé mentale sans regarder Mmh. pour voir qu'est-ce qui va l'affecter? Et ben, on avait la même chose aussi il y a 35-40 ans en arrière pour la santé physique. Justement, OK. on disait, bah, en fait, si, le gars il s'attache pas, bah, c'est de sa faute à lui là, c'est pas l'entreprise à aller regarder ça, de mettre, les outils. Ou des fois Gérald me disait, bah, tu as des réflexions du type, «Ah bah, il fait trop chaud pour pouvoir mettre un masque respiratoire, donc je vais pas le mettre». Ou il fait, ou je suis pas à l'aise en mettant, mon casque pour protéger mes oreilles quand tu es avec ton comment est-ce qu'on appelle ça encore? Tu sais le truc qui fait ton 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 ton. Le marteau-piqueur. Ah oui, non merci! Merci beaucoup. Je suis Un conjoint en construction, ça aide. Je connais tout ça, moi. Alors Topika, et qu'est-ce qui s'est passé du coup justement pendant toutes ces années-là? C'est qu'on s'est dit: «OK, mais on va adapter au final le travail pour nos travailleurs». Donc on a eu des outils de protection qui se sont adaptés aussi au corps physique des personnes pour que ce soit plus non plus un Mmh. frein. Il y a plein de choses qui ont été mis en place pour que justement, maintenant, ça soit presque naturel pour les gens, justement, de s'occuper de leur sécurité physique et que maintenant on remette presque plus en question tout ça. Et ben là, on est OK. pareil au niveau de la OK. santé mentale. Mmh. OK, fait il y a de l'espoir. C'est comme un passage obligé dans la transition, qu'il y a des résistances au début, qu'il y a des doutes, on demande des preuves, puis on dirait que les preuves sont jamais suffisantes. Fait que c'est de persister et de croire justement que ce qui est arrivé pour la santé physique, ça va finir par arriver pour la santé mentale et ça va devenir un peu de soi. Je pense qu'il va toujours avoir des résistances, mais ça sera pas la norme, en fait, de ce que je comprends. Exactement. Et puis même, regarde, là, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait avant. Oui, Tu sais, si je regarde juste, une génération avant la mienne, donc celle de mes parents, on n'en parlait pas comme là aujourd'hui, tu sais, on fait un podcast, je sais que tu as fait d'autres oui, épisodes aussi de ce sujet. On en parle beaucoup et avant non, pas autant, pas comme on fait aujourd'hui. Il y a des choses avant qu'on subissait et presque mmh, on bon, bah, c'est comme ça et aujourd'hui on remet aussi en question. Puis ça aussi, ça a changé. Donc tu as aussi cet effet aussi de société aussi qui change, qui fait qu'on est plus à même à parler de ces sujets-là. Donc juste ça déjà comme changement, juste le fait déjà de pouvoir en parler plus, pour moi, c'est quelque chose de positif. oui. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Puis si on se faisait un petit peu une mise en contexte, parce qu'on a parlé de loi, par exemple, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui savent à peu près, bon, OK, oui, il y a une loi, mais j'aimerais ça que juste tu leur expliques justement, il y a un changement en vigueur, mais aussi comprendre que ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas été changée. Moi, j'avais été scandalisée de l'apprendre qu'il n'y avait pas eu de mise à jour sur cette loi-là. Fait que si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, en fait, pendant des années, la santé mentale au travail, c'était vraiment quand même un angle mort de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que, bah, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi 27, donc à la réforme de la loi 27, où on a enfin, en fait, reconnu que les risques psychosociaux devaient faire partie des obligations des employeurs. Et Mhm. ça, c'est vraiment un changement majeur parce que on peut plus considérer que la détresse, que, l'épuisement ou les conflits sont juste des enjeux personnels. Mhm. Ce sont vraiment des risques qui sont réels, qui sont des risques à prévenir comme n'importe quel autre danger dans le milieu de travail. Oui. C'est ce que nous dit la loi. C'est que maintenant, justement, comme n'importe quel autre risque
que vous allez regarder dans votre entreprise, vous devez aussi regarder vos risques psychosociaux et les Mhm. mettre dans votre programme de prévention ou dans votre plan d'action justement pour dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc allez regarder ces risques et Oui. ça, c'est vraiment majeur là-dessus comme changement et que je trouve bienvenu. C'est vraiment bien que voilà. Il était temps, c'est une petite phrase qui nous vient en tête. C'est exactement ça. Après, je pense que, tu sais, les on a besoin de loi, mais il faut pas s'appuyer juste sur la loi. Mhm. Pourquoi? Parce que si tu fais juste ça pour dire: «Ah bah, je veux juste me conformer à la loi», qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas faire, ton exercice juste pour l'année, mais tu vas pas mettre des choses en place sur la longueur. Tu vas pas faire de Hmm, formation continue. Tu vas pas mesurer tes actions. OK. Donc la loi, c'est bien, mais moi, je vois plus la loi comme un tremplin comme quelque chose de: «Ah oui, OK, il faut s'en occuper, c'est autre chose maintenant que nous, en tant qu'entreprise, on doit, on doit prendre ça en c'est ça, on doit s'occuper, Oui. mais qu'il faut aller au-delà de juste la loi. C'est OK, il y a la loi, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a vraiment envie de s'en occuper? C'est quoi les résultats qu'on attend aussi derrière ça? Et ce que je dis souvent, c'est que s'occuper de la santé mentale des gens, c'est pas être gentil, c'est aussi un enjeu business. Parce qu'on va se le dire, hein, Hmm. souvent les gens ils ont l'impression que: «Oh ben oui, mais c'est beaucoup, on fait ça pour être gentil, pour être bienveillant et cetera». Alors je sais pas si c'est triste ou quoi à dire, mais le cœur même de l'entreprise, c'est aussi de faire de l'argent, d'évoluer et cetera. Ah oui, C'est ça. c'est Ça ça. reste ça Oui. et s'occuper de la santé mentale et ben, ça vous permet de faire ça. Ça va faire partie aussi des enjeux business. C'est pas là pour être gentil, c'est là pour aider aussi à remplir aussi tous ces enjeux-là business aussi et ce que je dis souvent par rapport à ça, c'est pour ceux qui challengent un peu l'idée, c'est, essayer un peu de travailler pendant toute la semaine avec 40 degrés de fièvre, en étant pas bien, en Oui. étudiant des choses de santé physique. Dites-moi comment vous allez performer. Ben, c'est pareil justement, quand justement, par rapport à ta santé mentale, où tu es dans un brouillard mental, où tu as des conflits à l'intérieur de l'entreprise, ça va être tout aussi difficile de travailler et c'est pour ça Oui. que c'est important d'aller regarder nos environnements de travail. Faut que je te pose des questions aussi à toi, parce que je parle beaucoup, tu as vu? Faut que je C'est toi l'invité, c'est toi qui parles plus. Je sais que tu as un podcast dis ça, aussi, Penser faire l'entreprise. ça. Oui, tu as un beau podcast qui s'appelle Penser l'entreprise, que les gens peuvent aller voir ça, mais aujourd'hui, c'est toi l'invité. C'est correct que tu parles plus. C'est un exercice différent là, c'est vraiment bizarre, mais je te suis. Ben, justement, juste pour on puisse initier un peu les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quand on parle de risques psychosociaux, pour toi et moi, on sait qu'est-ce que ça veut dire, mais pour monsieur, madame, tout le monde tu sais, qui aimerait ça, que ce soit un petit peu plus clair, de quoi on parle au Québec? Parce que je sais qu'ailleurs dans le monde, il y a différentes définitions, il y a différents facteurs de risque justement dans la liste, mais ici au Québec, qu'est-ce qui est à ce jour reconnu comme étant un facteur de risque psychosociaux? Ouais, alors, déjà, je vais d'abord aller sur la définition. Il faut savoir que les risques psychosociaux, ce sont des facteurs, qui sont présents dans l'organisation du travail et qui peuvent nuire à la santé psychologique des personnes. Ça, c'est Mhm. des Oui, facteurs présents dans l'organisation du travail qui peuvent nuire à la santé psychologique. Bon. oui, Et après, là-dedans, eh ben, tu as plusieurs facteurs de risques psychosociaux qui peuvent atteindre la santé mentale. Alors, je sais que tu m'as dit, alors là, je m'étais mis une petite note pour moi à côté parce que, hop, je te la retrouve ici justement, parce que oui, tu as dit, c'est quoi les facteurs de risques psychosociaux au oui, Québec? Avant de répondre en fait heu, à cette question, je voulais juste dire que il existe en fait plus d'une trentaine de facteurs de risques psychosociaux quand on regarde dans oui, la littérature scientifique, oui, puis dans le monde. Et au Québec, en gros, on te dit pas: «Il faut absolument que tu regardes tel facteur de risque ou tel facteur de risque». Parce que tu vas avoir les facteurs de risque, de la CNSST, tu as les facteurs de risque aussi de l'INSPQ mhm, et c'est vrai que beaucoup, en fait, on va dire, on va surtout se baser sur les facteurs de risque de la CNSST, mais ça t'empêche pas non plus d'aller regarder aussi les autres oui, facteurs pour avoir aussi une vision plus globale, par oui, rapport à ça. Ton autre question, c'était, justement, mais c'est quoi les facteurs de risque au Québec? Eh ben, la CNSST, elle va nous dire que en termes de facteurs de risque psychosociaux, il faut que tu ailles regarder ta charge de travail. Je dirais charge de travail, souvent quand on dit charge de travail, on a l'impression que c'est genre, toute la
toute la surcharge de travail qu'on peut avoir, mais ça peut être aussi la sous-charge de travail. Parce qu'aussi, le fait d'avoir une sous-charge de travail, ça aussi, ça a un impact aussi sur la santé mentale au travail. L'autre élément dans la CNSST qui nous dit, c'est l'autonomie. Alors, Mmh. l'autonomie, c'est hyper important, notamment les gens, des fois, alors ça c'est une petite anecdote, parce que des fois, j'arrive dans les entreprises et ils me disent: «Ah mais Camille, chez nous, l'autonomie, c'est sûr que c'est pas un facteur de risque chez nous». Moi, je fais: «Oh, OK, d'accord». Puis, OK. je regardais un peu plus loin. Puis en fait, ce que tu vois, c'est que les personnes, elles ont pas les bons outils, elles ont pas le bon accompagnement. En fait, elles Mmh. sont complètement abandonnées et ça, ce n'est pas de l'autonomie, c'est du laisser-faire, c'est de l'abandon, Mmh. ce n'est pas de l'autonomie. L'autonomie, c'est de donner les bons outils, le bon accompagnement aux personnes pour qu'elles puissent faire leur travail en toute autonomie. Donc Ouais. ça, c'est aussi une différence majeure de quand on va regarder ce facteur de risque. En Est-ce que plus de ça hey, si tu aussi, me permets une petite parenthèse par rapport à ça pour que les gens le comprennent un peu mieux, c'est moi le flash que j'ai eu, c'est vraiment un peu comme nos enfants. Tu sais, la différence entre avoir un certain cadre avec nos enfants, leur donner des ressources, des règles, des cadres à l'intérieur duquel ils peuvent développer et utiliser leur autonomie, mais sans le cadre, mais ça devient une forme de négligence. Fait que, effectivement, je trouvais ça bien comme image de dire que c'est pas, c'est de sentir que tu as une structure pour te guider et savoir ton autonomie commence et s'arrête où. Elle peut être grande, mais il faut que tu saches où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle se termine. Mais parce que l'entreprise te le nomme, pas parce qu'en jasant avec tes collègues, ben, vous avez décidé sur le fly que ben, toi, tu vas faire ça, puis moi, je vais faire ça, mais il y a personne qui le gère et qui le structure pour s'assurer que c'est ça qui est optimal, justement. ben, c'est un très bon exemple. J'aime beaucoup ton exemple avec les enfants comme ça Tu vas aussi, parce pouvoir que le réutiliser. je vais ton signé Valérie Roy. Je ça, mais je le rends. J'aime beaucoup comme parallèle. Donc on était à ça. Donc je t'avais parlé de charge de travail, je t'ai parlé d'autonomie, au niveau Oui. de la scène, mais aussi la justice organisationnelle. Donc la justice organisationnelle, c'est quand même un des facteurs, faciles à comprendre justement. C'est est-ce que je trouve que la façon dont je suis traitée par rapport aux autres est juste ou non? Est-ce qu'on me donne aussi si on donne à mon collègue, est-ce que moi aussi j'ai le droit? Comment est-ce que je perçois aussi toute cette justice-là? Donc ça, c'est un des troisièmes facteurs de risque. 4e pardon, 4e facteur de risque psychosociaux, le manque de reconnaissance. La Mmh. reconnaissance est fondamentale. Des fois, tu vas avoir des personnes qui vont dire: «Ah ben moi la reconnaissance, j'en ai pas tant besoin». En réalité, en tant qu'être humain, on a tous besoin de reconnaissance. Mhm. C'est vrai que les formes de reconnaissance vont être différentes selon qui on est. Donc peut-être que toi, Valérie, je sais pas, des formes de reconnaissance que tu aimes bien, c'est que on te reconnaisse dans ce que tu fais, on te valorise tes compétences et qu'on va t'écrire un petit mot là-dessus. Ça, c'est le genre de reconnaissance que tu aimes bien. Je sais pas, Oui, oui, oui. mais je dis Ah, peut-être. c'est Hem, qu'à chaque fois qu'on parle de reconnaissance, j'ai quelques cas cliniques qui me viennent en tête, puis je ferai une petite aparté, là, juste pour savoir, puis je pense qu'en même temps, ça permet de visualiser les concepts pour ceux qui vont nous écouter. C'est que j'ai eu plusieurs patients, puis c'est des cas qui reviennent, sûrement que tu as déjà vu ça, c'est ils vont, par exemple, aller nommer à leur gestionnaire: «Je suis à bout, je suis plus capable, les délais sont pas raisonnables, je pourrais pas terminer à temps tel projet» et la réponse du gestionnaire, par exemple, c'est: «Ah, mais tu écoute, tu es tellement bon, on a confiance en toi, on le sait que tu es capable, tu fais toujours des beaux livrables, lâche pas, tu es capable». Tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu penses de ce type de reconnaissance-là, mais moi, ça me crée des irritants pour mes clients et pour les clients aussi, ce que j'observe, c'est on dirait que cette reconnaissance-là, on ne la veut plus parce que le cœur du message qui est je vais pas bien, je suis en détresse, tu n'entends pas que je te nomme que je suis en surcharge. Donc, mon nombre de tâches et de projets à charge pour les ressources que j'ai pour les faire et pour le temps que j'ai pour les faire ne fonctionne pas et je suis à bout. Que tu me dises que malgré tout, je me force à faire du 70 heures semaine parfois que des clients me nomment, du 70, 75, je vois plus mes enfants grandir, je suis en conflit avec ma femme tellement je travaille trop pour être capable de finir les livrables, puis d'en faire de qualité, parce qu'on a quand même des égos professionnels pour faire des choses de qualité, mais que la reconnaissance que tu me donnes pour le produit final ne colle plus. Complètement et ça t'amène sur un autre point qui est, pour moi, fondamental, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît dans l'organisation?
Mmh. Ça m'amène à un autre exemple où il y a des gestionnaires qui vont me dire: «Ah ben nous, par exemple, l'équilibre pro perso», on rejoint, ton exemple, l'équilibre pro perso, c'est hyper important et puis on demande aux personnes de, ne pas se connecter justement, le soir, les week-ends et Mmh. cetera. OK, et là, il me dit: «Mais pourtant, j'en ai quand même qui le font, mais j'arrête pas de leur dire, de pas se connecter et cetera». Puis là, justement, quand après j'écoute les conversations que lui a avec son équipe, justement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que lui, il reconnaît au final? Bah, quand quelqu'un a répondu, le soir à un email, et ben il va le reconnaître. Quand quelqu'un a Ah! répondu pendant le week-end, il fait: «Ah beh, c'est vraiment, merci beaucoup, d'avoir répondu aussi rapidement». Tu sais, il valorisait à chaque fois la rapidité de réponse Mmh. et du coup, j'ai «Mais du coup, il y a quelque chose de dissonant entre ce que tu dis et ce que tu fais au final. Parce que Ah, c'est forcément, bon ça. les personnes, quand tu vas valoriser ça, et ben, ils vont se dire: «Mais c'est ça qu'on attend de moi». Et là, ils me disaient: «Mais oui, mais moi, c'est pas ça que je leur dis». «Oui, mais c'est ça que tu valorises. Ce que tu valorises est aussi hyper important et ça a Ben aussi oui! un impact». Et là, j'entends déjà peut-être dans ceux qui m'écoutent, qui vont dire: «Ouais, ben, dans ce cas-là, les gens qui veulent bien, se défoncer au travail, qui répondent tard, le soir à un email, c'est quoi? On les reconnaît pas?» Et moi, c'est pas ça que je dis. Attention, on va quand même reconnaître le fait d'en donner. Par contre, on peut aussi avoir une discussion et de dire: «Regarde, tu peux faire ton travail dans les heures de travail, puis j'apprécie énormément ce que tu fais parce que ta 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 et ça a ta 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 comme impact, mais j'attends pas de toi que tu me répondes le soir et je suis sûre que tu peux aussi le faire pendant la journée». Tu sais, de vraiment clarifier les attentes aussi. Mmh. Qui m'amène à un autre point. Alors, c'est rigolo, c'est un article que je lisais hier soir. Il y a une grande entreprise indienne qui, justement, maintenant, en fait, fait des messages aux personnes qui envoient des messages le soir. Donc, imaginons que toi, tu vas envoyer un message à tes collègues le soir, ou que tu... Alors, il y a deux choses. Il y a cet aspect-là, puis l'autre aspect, c'est si ils voient que tu commences à dépasser ton 40-50 heures par semaine, qui dit, ah, OK, là, en ce moment, tu travailles genre beaucoup plus. Mais en fait, il y a un petit message qui est: «Merci pour l'engagement que vous avez» et quelque chose comme ça là de OK. positif, je sais plus exactement ce qui était écrit, mais pour nous, votre bien-être est aussi hyper important, donc n'hésitez pas à vous, déconnecter, à prendre une journée, de congé ou quelque chose. Alors je sais plus exactement, ce qui est écrit et je me suis dit: «Ah, J'aime c'est ça, ça, c'est qu'on va reconnaître aussi le fait de se reposer qui est bien, qui est c'est pour ça. c'est ça qui permet aussi de tenir dans la durée. Ça redonne un peu le choix à l'individu de dire: «On reconnaît, mais sache que même si on reconnaît tes efforts, ce n'est pas dans nos attentes et que c'est tout aussi correct que tu te déconnectes et prendre soin de toi parce que pour nous, ton bien-être est important». J'aime ça. J'aime Il vraiment faut ça. le mettre de l'avant parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a valorisé? On a valorisé le fait de travailler tard, de pas partir. Moi, je sais quand j'ai commencé ma carrière, je partais pas de l'entreprise avant, 19h-20h, tu sais? Mmh. Et parce qu'en même temps, tu te sentais valorisé, tu étais là, tu faisais partie des dernières personnes qui partaient, ça montrait que tu étais là, que tu étais à fond, que tu Ouais. travaillais. Ah! C'est mais maintenant, c'est plus de dire: «Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de valoriser aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas mieux à valoriser? Est-ce que vraiment ça fait quand même perdre en performance à l'entreprise? En réalité, je pense pas et je pense même que c'est le contraire parce que je vais revenir à mon exemple de tout à l'heure, essayer de travailler avec 40 degrés de fièvre pendant toute une semaine, puis on va parler de performance après, Mmh. performant que quand tu as eu tes temps de repos qu'on a tous besoin en tant qu'être humain. Ben oui, absolument. J'adore. Fait que revenons à nos facteurs de risque psychosociaux. Donc, la liste. Attends, je vais t'aider, je la rappelle. Donc, on a nommé la charge de travail, l'autonomie décisionnelle, puis on a fait une longue parenthèse sur la reconnaissance. La reconnaissance On a sociale. parlé de la justice aussi. On a parlé de la justice aussi. Et ensuite, dans les 2 autres éléments, de la CNSST, tu as le soutien du gestionnaire et le soutien aussi des collègues. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il faut savoir Mhm, que le 1er rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien social. mhm. Donc oui, quand on arrive dans une entreprise et que je vois quand je vais faire, par exemple, un diagnostic des risques psychosociaux et que je vois qu'il y a pas de soutien social, c'est un énorme signal d'alerte. Parce qu'encore une fois, je le répète et je pense que je le répéterai souvent, le premier Mhm. rempart de la détresse psychologique, c'est le soutien social et ce soutien Ouais, social-là, du gestionnaire, des collègues, on en a besoin aussi justement. oui, Donc ça, c'est absolument. de la CNSST.
Et puis après, tu as aussi d'autres facteurs de risque aussi au niveau de l'INSPQ. Et tu as aussi, donc là on parle pour le Québec, mais si tu regardes au niveau du Canada, tu en as aussi 13 au niveau aussi du Canada. Tu sais, là j'en ai cité 6, au niveau l'INSPQ aussi c'est 6, Canada, tu en as d'autres qu'ils en rajoutent, c'est 13. Donc tu sais, tu as vraiment de multiples facteurs de risques psychosociaux. Ce que nous on fait par exemple de notre côté, c'est que on sait dans la littérature scientifique que selon certains cadres de métier, il y a des facteurs de risque que tu vas plus souvent retrouver que d'autres. Hmm. Donc, dans les facteurs de risque que je t'ai cités de la CNSST, il y en a un qui pour moi est fondamental, parce que c'est un facteur de risque qu'on retrouve très souvent dans le secteur hospitalier, c'est le conflit de valeurs. Et le conflit Ah, de valeurs, j'aime ça. Ben, j'aime pas ça, mais oui, c'est genre, oui, j'aime qu'il soit considéré, puis qu'on lui donne de l'importance parce que, ah, c'est vrai. oui, Oui. oui, c'est ça. Et un conflit de valeurs, en fait, c'est ce que moi je vais appeler genre faire ce que l'on désapprouve. Donc, imaginons que toi, Valérie, tu prends ce qui est quelque chose qui est hyper important pour toi, c'est l'honnêteté. Ok? Et Mhm. là, tu es dans une entreprise où il y a des pratiques douteuses qui sont encouragées. Qu'est-ce qui va se passer? Bah là, tu vas commencer à ressentir un malaise. Et ce malaise, en fait, s'il persiste, et ben, peut se transformer en stress, en démotivation, voire en épuisement professionnel. Et Mhm. chez nos infirmières, je dis infirmières parce que c'est beaucoup un milieu féminin, mais c'est nos infirmières et nos infirmiers qui, eux, très souvent, en fait, accordent une importance à la qualité des soins, au Oui. bien-être, des patients. Pour ces infirmières, par exemple, il faudrait un traitement personnalisé. On veut de l'attention aussi, justement, avec nos patients. Mais là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on va retrouver très souvent dans nos hôpitaux? Eh bien, on va avoir des conditions de travail qui sont telles que, ben, le personnel, très souvent, il est en sous-effectif, que les journées, elles sont extrêmement chargées, qu'on va te demander très souvent de faire de l'overtime, qu'on va te demander de passer d'un Mhm. patient à un autre, et cetera. Donc tu as pas le temps que toi tu juges approprié pour avoir créé cette relation avec le patient. Et Ouais. cette situation, elle crée un conflit de valeurs. Et donc notre infirmière ou notre infirmier, là, il commence à quoi? Eh bien, il commence à se sentir tiraillé entre son engagement à lui, à offrir des soins de qualité, conformes à ses valeurs, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les exigences de l'hôpital qui priorisent en fait la quantité des Mhm. patients traités. Alors, j'aime pas dire plutôt que la qualité des soins, parce que je pense que c'est aussi important la qualité des soins, mais c'est plus difficile dans un contexte C'est comme ça, ça. qualité-là des soins. Donc, on se sent tiraillé entre les deux. Ça, c'est un autre facteur de risque qui, pour moi, est aussi essentiel. Absolument. Voilà. Autre chose, attends, je reviens sur Oui. J'ai vu la bulle passer. c'est parce que tout à l'heure, on parlait de charge de travail. Oui. Et il y a quelque chose que je voulais ajouter là-dessus parce qu'il y a une différence entre quantité, comment te dire ça? Il y a une différence en fait entre intensité du travail et temps de travail. Ton temps de travail, c'est est-ce que cette semaine j'ai travaillé 40 heures, 50 heures, 60 heures, etc. Et ça, forcément, plus tu travailles, hein, si tu travailles plus de 70 heures, oui, ça a des impacts aussi Mhm. sur la santé mentale. Donc ça, c'est ton temps de travail. Mais qu'est-ce qu'on regarde justement aussi là-dessus? C'est aussi l'intensité du travail. C'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 heures? Qu'est-ce qui s'est passé C'est pendant ces ça. 80? Est-ce que tu as été constamment interrompu? Est-ce que, on t'a crié dessus, et cetera? Tout ça va faire que même si toutes les 2 on va travailler à 40 heures par semaine, et ben, on va pas le subir de la même façon parce que l'intensité aura été différente pour toi et pour nous. Puis ça aussi, c'est quelque chose à aller regarder. C'est pas juste la quantité de travail qu'on a, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces heures de travail? Oui, j'avais déjà lu un article qui divisait la charge de travail également. C'est comme un autre angle, un autre aspect de la charge de travail. C'était la charge en quantité, un peu ce qu'on vient de nommer, le nombre de projets et de tâches dans le temps réparti, mais aussi la charge émotionnelle des tâches demandées. Puis, j'ai quelques clients qui travaillent dans le domaine des assurances et des réclamations. Puis eux autres vont être comme oui. Donc, quand on parle de charge psychologique de la tâche, de gérer quotidiennement le drame, puis contrairement à des professionnels de la santé, on se le cachera pas, dans la société, ils ont une perception très, très négative de la part des gens, puis des assurés qui les voient comme étant, ben on va tout faire pour ne pas te donner ton argent que tu nous réclames. Donc, en général, les certains
mes patients qui travaillent en assurance me racontent ce qu'ils se font dire dans une journée, le genre de commentaires qu'ils doivent gérer, le genre de préjugés qui leur est adressé, c'est épouvantable. Fait que la charge psychologique doit être considérée aussi parce que des fois, même si en quantité d'heures de travail, ceux du moins dans ma charge à moi qui m'expliquent, ils semblent avoir beaucoup de latitude et d'autonomie décisionnelle à gérer leur horaire, le nombre de dossiers ou d'appels à prendre par jour ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, c'est qu'il faut considérer la charge émotionnelle et psychologique qui est demandée derrière chacune des tâches. Donc, des journées administratives, ils peuvent peut-être faire plus de tâches, mais quand c'est des journées d'appel, ils vont réduire ou limiter le nombre d'appels par jour parce que la charge psychologique est énorme. Exactement. Mais là, tu rentres dans un autre facteur de risque qui s'appelle Ah, OK. l'exigence émotionnelle. Ah, c'est Ça, c'est ça. la 4e place, c'est l'exigence émotionnelle et ça, c'est justement aussi un facteur de risque à aller regarder. Pourquoi? Parce que les exigences émotionnelles fait vraiment référence au fait de devoir aussi façonner ses émotions par rapport à, comme l'exemple que tu donnes, tout ce qu'on Mmh. reçoit aussi et parfois par rapport à ça, mais on se sent aussi obligé de cacher nos émotions. C'est ça. Et ça rejoint encore une fois ton exemple parce que les personnes qui vont être le plus exposées à ce facteur de risque sont majoritairement les personnes qui travaillent aussi en relation avec le public. Donc, Oui, tu es dans ce facteur de risque-là. Donc, voilà. Et ce qui amène oui. à un autre point, tu sais, là, on a parlé de plein de facteurs de risques psychosociaux. Mmh. Quand moi, je vais aller faire un diagnostic des risques psychosociaux, tu sais, ça peut être aussi hyper éprouvant quand tu es patron d'une entreprise et que au final, tu te reçois en pleine face tous les facteurs de risque qui ressortent. Tu sais, ça peut être super difficile. Ouais. Quand tu as une entreprise, justement, quand tu la montes, souvent tu la montes parce que tu es passionné par quelque chose, que tu Mmh. veux développer quoi que ce soit, et cetera. Et qu'après, tu as quelqu'un comme moi ou comme d'autres personnes qui vient, Ouais. on va regarder vos facteurs de risque psychosociaux et puis là, quand on te présente des résultats et que toi tu dis: «Ah ouais, OK, donc Mmh. enfin, autant de personnes qui ont l'impression d'être harcelées au travail, il y a autant de violence ou des choses comme ça ou de facteurs de stress». Tu sais, ça peut être hyper difficile. Heu, Ce que je dis souvent déjà, c'est que c'est super courageux de vouloir se voir en face, Mmh. de prendre ça. Tu sais, là, on est au tout début de la loi et encore elle a été Ouais. remise à 2026, pour donner encore plus de temps aux entreprises de pouvoir mettre les choses en place. Mais tu sais, de faire ce premier petit pas-là déjà, de se dire: «On va se regarder en face», c'est déjà quelque chose. Et après de se dire: «OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça?» Parce que Mmh. en fait, ça revient à quelque chose de, pour moi, je trouve en tout cas, d'hyper positif, de juste se poser la Ouais. question: «Qu'est-ce qui dans mon environnement de travail va porter atteinte à la santé de mes employés?» C'est hyper important, mais je comprends que ça peut être aussi super difficile de se le prendre comme ça et dire: «OK, il y a tout ça». Mais attention quand même, il faut savoir aussi que les risques psychosociaux, ces risques-là sont inhérents au fait de travailler. Alors certains, tu peux les Ouais. éliminer, mais il y en a d'autres, tu ne peux pas les éliminer, tu peux juste les diminuer. Donc, on aura toujours des facteurs de risque C'est dans ton ça. entreprise. Et c'est juste de voir ben, comment est-ce qu'on va dealer avec ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans l'entreprise pour pouvoir justement les diminuer le plus possible, ou les éliminer comme c'est possible. Exactement. Tu sais, c'est un peu la même chose que je fais dans une pratique individuelle. Tu sais, si on remplace l'entreprise qui a parfois des facteurs de risque présents puis qu'on n'a pas le choix de vivre avec, mais c'est un peu comme un individu, par exemple, avec une maladie, un trouble bipolaire. Tu sais, j'en ai déjà eu des patients qui ont ce facteur de risque-là présent. Ils doivent se surveiller un peu plus. Il y a des périodes où ils vont être un petit peu plus fragiles, mais c'est pas parce qu'ils ont la maladie qui sont pas capables de santé mentale optimale ou de même santé globale optimale. Il faut qu'ils, tu sais, l'important, c'est que quand on sent que, comme si je reviens à l'entreprise, des fois, il y a des moments de l'année un peu plus roches. Tu sais, des fins d'année, par exemple, des fins d'année fiscales, où on a un gros projet, puis on arrive à la fin pour le livrable, puis la date de livrer le projet ou de go live, par exemple, que ça m'est déjà arrivé. Euh, mais quand on est capable de voir comme, OK, on se prépare, on rentre dans un rush, sur quoi faut être vigilant? Est-ce qu'on déploie des ressources de plus pour être capable de tolérer davantage et diminuer justement les stresseurs chez l'équipe pour pas que l'équipe arrive, OK, arrive la fin du livrable, c'est beau, mais on sait que la science du stress nous dit souvent que c'est si ça l'a à péter, ça va être après. Tu sais, pendant, moi j'appelle ça avoir, j'ai la ressource du j'ai pas le choix. Tu sais,
J'ai pas le choix, je suis coincée, je suis responsable de projet, la date du livrable est dans 3 semaines, j'ai l'énergie du j'ai pas le choix, mais attention à après. C'est pour ça, juste ceux qui nous écoutent, soyez vigilants sur euh, les vacances d'été, les vacances des fêtes, vos fins de semaine. Si vous avez attrapé un petit rhume, une petite maladie, une migraine, des douleurs, des courbatures, c'est rarement que ça commence pendant les périodes roches. C'est plus à risque après, quand le système se relâche, que là, on voit tous les bobos qu'on a absorbés. Fait que c'est pas parce que votre équipe est nécessairement capable de le faire pendant la période roche que vous n'allez pas payer pour au niveau des ressources et des disponibilités de l'équipe après, parce que la compagnie continue après la période roche. Tout à fait. Vraiment. Ouais, Je t'en bouche un coup, c'est bon. Mais c'est bon ça. Mais on tend déjà vers nos dernières minutes pour aujourd'hui, Camille. Dis-moi donc, en terminant pour aujourd'hui, si les personnes, on a réussi à en sensibiliser quelques-uns aujourd'hui, puis ils se disent, OK, bon, ben, ce serait quoi mes premiers petits pas à faire pour essayer de sensibiliser mon équipe, voir qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise, où est-ce qu'on peut commencer? je dis souvent que commencer petit, c'est déjà commencer. Oui. Le tout premier réflexe, je dirais, c'est d'observer. Observer son équipe, observer les non-dits, observer sa propre charge mentale, comme ce que tu disais tout à Mhm. l'heure. Est-ce que les gens prennent des pauses ou est-ce qu'ils mangent devant leur écran? Est-ce qu'on célèbre les bons coups? Hem, Est-ce qu'on peut dire quand ça va mal sans avoir peur du jugement? Ces Mhm. questions-là commencent déjà à ouvrir une Ouais. petite brèche. Ensuite de ça, ben, ce qui est important aussi, c'est s'éduquer. Et ça peut être simple aussi, hein, il y a plein de ressources, hein, il y a autant l'INSPQ, la CNSST, ce balado que de Oui. Ton balado également. merci. Et puis par les formations, tu sais, on peut pas agir sur quelque chose si on ne sait pas ce que c'est. Donc allez, Mhm. sensibiliser, ça en fait partie, mais surtout en parler. Tu sais, on en parlait au tout début du podcast, qu'on en parle beaucoup plus, qu'avant et ça, qu'est-ce que ça a permis? Bah, ça a permis justement qu'on avance sur des choses, qu'on mette des éléments en place, que des choses qu'on avait l'impression qu'on était tout seul à subir, on se rend compte en fait qu'il y en a d'autres et que peut-être qu'il faudrait faire quelque chose par rapport à ça, qu'on n'est pas tout seul là-dessus. Mhm. Donc en parler dans une réunion d'équipe, en parler dans un comité, en début de quart de travail, même autour d'un café, parce que les risques psychosociaux, en fait, ne se règlent pas seuls dans un coin de Ouais, bureau. Il faut les traiter collectivement. Et ce qui compte, en fait, c'est pas de tout savoir, c'est vraiment de commencer à amorcer le mouvement. Donc c'est ouais, pour ça que je dis très souvent, on commence par les petits pas. Commencer petit, c'est déjà commencer. c'est ça. Absolument. J'adore. Excellent mot de la fin. Et dis-moi, Camille, si les gens aujourd'hui aimeraient te suivre, te contacter, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut te suivre? LinkedIn, ça c'est sûr. LinkedIn, oui. LinkedIn, oui, désolée, je sais que je le prononce pas bien. À chaque fois, je dis LinkedIn, à chaque fois, les gens sont quoi? Comment? Je suis désolée, bon, j'ai jamais réussi. Ah, aucun jugement, aucun. Je le dis à chaque fois, on me reprend. Je suis Donc, on désolée. dit LinkedIn. J'arrive vraiment pas à le dire. J'essaye, je t'assure, je l'essaie. À chaque fois, C'est pas grave. et après, les gens font ah, LinkedIn. Enfin, tu sais, j'arriverai même pas à le refaire. Mais là-bas, vous pouvez m'aller aller me voir sur mon balado. Et puis, ouais, c'est ça. Mais au LinkedIn, j'y suis très souvent. Donc, avec plaisir. Super. Excellent. Excellent. Merci beaucoup Valérie, j'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Ben, merci à toi, vraiment. J'apprécie ton partage et tes connaissances et ta générosité d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye. Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.